On s'imagine souvent que ce qui fait tourner le monde, ce sont des grandes forces macroscopiques, quoi. Ouais, l'économie, la politique, tout ça. Exactement. L'histoire officielle avec un grand H, en fait. Mais si on gratte un peu la surface, ben on découvre une réalité beaucoup plus intime. Et souvent beaucoup plus banal en apparence, mais redoutable. C'est carrément ça. Et c'est justement le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de me plonger là-dedans parce que notre source est assez inhabituelle. Très inhabituel, ouais. C'est pas du tout un pavé de psychologie de 1000 pages pour le coup. Non, pas du tout. C'est juste quelques notes hyper concises tirées d'un fichier qui s'appelle sobrement chapitre 2.docx. Un titre très mystérieux, on est d'accord. Le grand secret des relations humaines. Et rien que ça. C'est vrai que l'expression grand secret, ça pose tout de suite le niveau, quoi. Ah bah ça promet beaucoup, hein. On s'attend un peu à une formule magique pour mettre de l'ordre dans le chaos de nos interactions. Sauf que le document commence d'abord par poser un diagnostic hyper précis. La phrase exacte de nos notes, c'est le désir d'être important est le moteur le plus profond de l'humain. Le moteur le plus profond. C'est quand même super fort comme terme, un moteur, non? Ah, mais le choix des mots est crucial ici. Un moteur, c'est ce qui génère le mouvement. Sans moteur, il y a juste de l'inertie, en fait. Donc ça veut dire que c'est pas juste un petit caprice ou de la vanité passagère. Pas du tout. Ce n'est pas un bonus sympa qu'on cherche une fois qu'on a bien mangé et bien dormi. C'est vraiment l'énergie primaire qui nous pousse à exister en société. Tu sais à quoi ça me fait penser? À la gravité, tout simplement? Ah, à la gravité, ouais, c'est une excellente analogie, ça. Bah oui, parce que c'est une force complètement invisible, quoi. Personne n'y pense activement le matin en buvant son café. C'est l'être. On se lève et c'est tout. Voilà. Et pourtant, c'est cette force silencieuse qui dicte absolument toutes les orbites, toutes les marées. Et dans notre univers social, bah, ce besoin d'importance, c'est pareil. C'est exactement ça. C'est la force d'attraction de nos comportements. Et si on regarde ça sous l'angle de la psychologie évolutionniste, c'est tout à fait logique. Ah oui, comment ça? Bah, dans les tribus de chasseurs-cueilleurs, la reconnaissance du statut, c'était pas une question d'ego, c'était littéralement une question de survie. Parce que si t'es pas jugé important, on t'exclut de la tribu, c'est ça. C'est ça. Et l'exclusion, à l'époque, ça voulait dire la mort, tout simplement. Donc notre cerveau est complètement câblé pour paniquer quand ce statut est menacé. C'est dingue quand on y pense. Mais du coup, si c'est vraiment une question de survie psychologique, est-ce que ça veut dire que chaque action cache cette soif de reconnaissance? En grande partie, oui. Et c'est là que le diagnostic devient fascinant. Imagine un peu quand ce moteur tourne la vide, quand on est privé de ce sentiment d'importance. J'imagine que ça s'arrête pas sagement, quoi. Ça doit faire des dégâts. Ah, ça s'emballe complètement. La fumée noire sort du capot, genre beaucoup de comportements toxiques ou passifs-agressifs viennent uniquement de là, en fait. Ah ouais, je vois très bien. Genre le collègue en réunion qui coupe tout le temps la parole à tout le monde. Le grand classique. Ou celui qui bloque obsessionnellement sur un détail technique inutile juste pour contredire. En surface, on se dit juste voilà là, quel collègue pénible et arrogant. Alors que si on applique la grille de lecture de notre source, la perspective change du tout au tout. C'est-à-dire, C'est un appel à l'aide, en vrai. c'est exactement ça. C'est une façon hyper bruyante et dysfonctionnelle de dire regardez-moi, je suis là, mon expertise compte. Donc le désir d'importance, il est en train de hurler sous le capot. Voilà. Pareil pour l'employé administratif qui applique une règle avec une rigidité totalement absurde. À l'enfer administratif, oui, on connaît tous. Il exerce juste la seule petite parcelle de pouvoir qu'il a pour exister face à un système qui le traite comme un simple numéro, tu vois. Donc, au lieu de s'énerver direct contre le symptôme, genre l'arrogance ou la rigidité, il faut chercher la vraie cause. Il faut identifier cette fin de reconnaissance chez l'autre, oui. Sinon, on va droit dans le mur relationnel. On peut pas régler un conflit juste avec des arguments logiques, quoi. Impossible. Si on ignore ce besoin de validation statutaire chez la personne en face, c'est une erreur stratégique monumentale. Bon, alors si on part du principe qu'on a tous ce réservoir vide et qu'on cherche désespérément à le remplir, comment on fait concrètement? Eh bien, c'est là que le fameux grand secret du document intervient. Et c'est là que j'ai complètement bloqué en lisant les notes, moi. La consigne textuelle, c'est donner des compliments sincères et honnêtes. Ça a l'air simple, hein? Bah, ça a l'air presque naïf en fait. On nous vend le grand secret de l'humanité, on s'attend à un truc hyper psychologique, hyper pointu, et là, paf, donner des compliments. C'est vrai que le contraste entre le diagnostic ultra profond et la solution en apparence super banale, il est assez frappant. Franchement, on dirait une phrase tirée d'un calendrier de motivation, quoi. Je comprends tout à fait ce scepticisme, c'est vraiment la réaction la plus courante face à ce texte. Mais surtout, moi, mon objection principale, c'est le risque de tomber dans la manipulation vulgaire. Comment ça? Ben,
si je sais que la personne en face a désespérément besoin d'importance et que je me mets à la flatter juste pour obtenir une faveur, on n'est plus du tout dans une relation saine. C'est de l'opportunisme pur et dur. Et c'est le grand piège. Mais la source anticipe ça très très clairement. La clé, ce n'est pas le mot compliment. Ce sont les deux adjectifs qui l'encadrent. C'est sincère et honnête. Exactement. Toute la subtilité, et d'ailleurs toute la difficulté de la méthode de Carnegie, repose sur cette exigence d'authenticité absolue. Donc c'est pas juste une petite précaution pour faire joli, c'est la condition sine qua non pour que ça marche. C'est fondamental, oui. La flatterie, c'est complètement creux et profondément égoïste en fait. C'est clair qu'on le sent direct quand quelqu'un nous flatte. On a poussé un radar interne pour ça. La flatterie, ça part de soi pour servir ses propres intérêts. On utilise de la fausse monnaie pour acheter la complaisance de l'autre. Et généralement, ça fait l'effet totalement inverse. Quand un vendeur insiste lourdement sur mon goût exceptionnel, juste pour me vendre une montre hors de prix, je me sens presque insultée, moi. Bah oui, parce qu'on se sent perçu comme quelqu'un de manipulable. Loin de nourrir notre sentiment d'importance, ça le blesse carrément. Du coup, comment on fait la différence? Comment on est vraiment sincère? Comment on aborde cette sincérité, en fait? Ça demande une mécanique cognitive beaucoup plus exigeante en vrai. Pour faire un compliment honnête, il faut commencer par observer. Observer l'autre. Oui, il faut opérer un vrai décentrage, sortir de sa propre tête. En gros, il faut mettre son propre moteur d'importance au point mort pendant un instant. C'est très joliment dit, et c'est exactement ça. On passe la majorité de notre temps enfermés dans nos obsessions, à chercher à briller nous-mêmes. Ouais, c'est humain en même temps. Bien sûr, mais appliquer ce secret, ça veut dire suspendre cette obsession temporairement, braquer le projecteur sur la personne en face et chercher activement ce qui mérite d'être reconnu chez elle. Donc, le simple fait de faire cet effort d'attention, c'est déjà une preuve d'importance. C'est le cœur du réacteur. Se sentir écouté et observé avec une vraie intention, ça valide déjà l'existence de l'autre, avant même que le mot ne soit prononcé. D'ailleurs, on peut utiliser une règle pratique pour différencier un compliment sincère de la flatterie non. La fameuse règle de la spécificité. Ah oui, la spécificité, c'est le meilleur test de tous. Par exemple, si je dis juste bon travail à un collègue, c'est sympa, poli, mais c'est hyper générique, je pourrais le dire à n'importe qui dans l'open space. Exactement. Ça manque de consistance pour être une vraie validation statutaire. Mais si je dis la transition que tu as faite à la page 4 du rapport a permis d'anticiper l'objection du client, là, ça prouve que j'ai vraiment analysé son travail. Et ça marche à tous les coups, parce que tu as investi ta ressource la plus précieuse, ton temps et ton attention pour le remarquer. C'est super intéressant. Donc la personne reçoit une validation basée sur des faits réels, elle se sent vue dans sa singularité. Et là, il n'y a aucune place pour la manipulation toxique, puisqu'on met juste en lumière une réalité objective qu'on a pris la peine de découvrir. Bon, tout ça, ça semble très clair et très applicable avec des collègues compétents ou des amis qu'on aime bien. Mais je veux pousser la logique un peu plus loin, pour tester. Je t'en prie, allons-y. Comment on fait avec une personnalité difficile? Comment appliquer ce grand secret avec quelqu'un qu'on ne supporte pas du tout, genre un collègue ouvertement toxique? Ah, ça c'est la vraie épreuve du feu de la méthode. Ben oui. Comment on trouve de la sincérité sans se compromettre ou sans mentir dans ces cas-là? C'est clair que c'est un exercice de haute voltige émotionnelle, mais c'est précisément dans ces situations de tension extrême que la méthode déploie toute son efficacité. Vraiment? Oui, parce que le défi consiste à séparer l'individu dans sa globalité que tu peux trouver détestable d'une action ou d'un trait de caractère très spécifique qui, lui, est indéniablement positif. Donc on ne valide absolument pas la toxicité, on cherche juste une petite pépite au milieu du chaos. C'est l'idée, ouais. Prenons l'exemple d'un manager très redouté pour son agressivité verbale, mais qui est par ailleurs toujours hyper ponctuel. D'accord, donc il arrive à l'heure, mais il est désagréable, quoi. C'est ça. Eh bien, s'efforcer de lui dire « J'apprécie vraiment le fait que vos réunions commencent toujours à l'heure, ça m'aide à structurer mes dossiers », c'est un compliment 100% honnête. Et on ne cautionne pas du tout son agressivité en disant ça. Pas le moins du monde. On met juste en lumière une réalité positive. Et l'impact sur la dynamique relationnelle est souvent bluffant. Parce que même cette personne hyper difficile, elle possède ce moteur, cette soif d'importance, en fait. Mais carrément. Et bien souvent, cette toxicité dont on parlait, ce n'est que la manifestation d'un immense manque de reconnaissance accumulé. Donc, en offrant cette validation sur un point précis, on lui donne le carburant statutaire qu'elle cherchait par l'agressivité. On court-circuite le truc. C'est exactement le terme. On court-circuite son hostilité. On ne change pas sa personnalité profonde, mais on modifie instantanément les termes de l'interaction. Le niveau de maîtrise de soi que ça demande est quand même impressionnant.
Ça demande de ravaler son propre orgueil, de refuser l'escalade, juste pour observer objectivement. C'est pour ça que, malgré sa formulation qui a l'air simpliste, très peu de personnes arrivent à l'appliquer de manière constante. C'est une discipline intellectuelle très exigeante. Si on résume un peu toute la mécanique implacable de ce document, on est face à une équation à deux variables fondamentales finalement. Tout à fait. D'un côté, il y a cette vulnérabilité qu'on partage tous, ce besoin vital universel et invisible d'être important qui dirige silencieusement nos actes. Notre moteur principal, oui. Et de l'autre, il y a la réponse à ce besoin, pas la flatterie manipulatrice qui empoisonne tout, mais la validation spécifique et honnête qui demande un vrai effort d'empathie. C'est une excellente synthèse. Quand on combine ces deux éléments, on a vraiment la clé pour désamorcer une immense majorité des tensions en société. C'est fou parce que l'utilité directe de ça pour notre quotidien est vertigineuse. Que ce soit pour des négociations pro ou juste pour la dynamique familiale, oui, ça change tout. Face à un comportement agressif ou irrationnel, au lieu de combattre le symptôme, le réflexe, ça devrait être de se dire de quelle manière cette personne se sent menacée dans son sentiment d'importance là, tout de suite. Et quelle vérité observable je peux mettre en lumière pour la rassurer? Exactement. Surtout dans notre époque où l'attention est plus fragmentée que jamais. C'est clair, on a tous l'impression d'être des rouages invisibles parfois vu que les interactions sont si rapides. C'est un mal endémique. Donc prendre le temps, ne serait-ce qu'une minute, pour offrir une vraie écoute totale et une reconnaissance spécifique, c'est offrir une ressource super rare. Et ça produit un écho durable en plus. Une critique, ça s'oublie parfois, mais un compliment vraiment précis et inattendu, ça peut rester gravé des décennies dans la tête de quelqu'un. Bah oui, parce qu'il aura touché directement au moteur le plus essentiel de son identité. Ce parcours à travers ces notes, ça me laisse face à une dernière pensée, là. Et c'est peut-être le truc le plus troublant de toute notre discussion. Ah oui, je t'écoute. Si on pousse le postulat de ce document jusqu'à sa conclusion logique, si notre désir le plus féroce, c'est de nous sentir importants, et que la seule manière saine de le nourrir, c'est par l'attention sincère des autres, Oui. est-ce que ça veut pas dire que l'idée même du self-made man, tu sais, l'individu totalement autonome et détaché du regard des autres, c'est une pure fiction? C'est une question vertigineuse, ça, effectivement. Ne sommes-nous pas, par la nature même de notre architecture mentale, des êtres radicalement interdépendants, condamnés, en gros, à ne trouver notre propre valeur que dans le miroir bienveillant de nos semblables? Je trouve que c'est une sacrée piste de réflexion pour clore cette analyse.